Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Merci de nous accompagner pour ce grand rendez-vous de début d'année. Votre récente conversation avec Michel Houellebecq dans la revue Front Populaire a ouvert de nombreuses perspectives de débat que nous allons aborder ce dimanche. L'avenir de l'Occident, le devenir des civilisations, la place des religions et Dieu dans tout ça. Vous en avez discuté dans un livre avec le rabbin Michael Azoulay, livre sobrement intitulé Dieu, point d'interrogation. Le philosophe et le rabbin, sur tous ces grands sujets. Je suis entourée de Nicolas Barret. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour Sonia. Et de Mathieu Boccoté. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Michel Onfray, c'est donc une conversation inédite avec Michel Houellebecq à la une d'un numéro exceptionnel de votre revue Front Populaire au mois de décembre, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre et enflammé. La critique, Libération a dénoncé vos névroses. Le Monde a fustigé, parlant de Michel Houellebecq, d'une radicalisation à l'extrême droite. J'imagine que ça ne vous surprend guère. Non, il faudra un jour d'ailleurs que j'écrive un papier en caricaturant ces gens-là. Peut-être dire, voilà, mon prochain livre, je vais aussi faire la critique telle qu'elle paraîtrait dans Libération. Ou dans Le Monde, ils sont tellement prévisibles, ces gens, avec des arguments qu'on connaît. Vous êtes toujours d'extrême droite, vous nourrissez le Front National, vous êtes parti de l'autre côté de l'échiquier politique, vous étiez tellement sympathique quand vous étiez de gauche, pourquoi est-ce que vous êtes devenu fasciste, Et etc., donc vous etc. avez des névroses aussi. Sûrement, oui, là vous me l'apprenez parce que je ne lis pas ces choses-là. Donc on sait qu'à Libération, ils n'ont aucune névrose, hein. Ils ont défendu la pédophilie, ils ont défendu récemment la coprophagie, le fait de manger les excréments, d'avoir des relations sexuelles avec les animaux. Mais il n'y a aucun problème. Libération sont des gens bien qui n'ont pas de névrose, hein. Libération n'a pas de névrose, tout va bien. Le numéro est intitulé Fin de l'Occident avec un point d'interrogation. Il y a quand même un point d'interrogation à la une, mais en vous lisant tous les deux, Michel Onfray et Michel Houellebecq, il est quand même possible de le retirer, ce point d'interrogation. Oui, je ne vais pas dire que c'est presque un argument de vente, mais enfin, quand j'y songe, oui, de fait, moi, j'enlève le point d'interrogation, et Michel Houellebecq aussi, on est tous les deux d'accord. Encore que lui, ce qui se découvre dans cette aventure, c'est un long entretien de 6 heures, hein, et on a réduit pour faire un entretien d'une quarantaine de pages, c'est que Michel Houellebecq est optimiste, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est-à-dire que lui ne désespère pas du fait qu'un retour de chrétienté, comme il y aurait un retour de flamme, puisse être possible. D'ailleurs, je me souviens d'un dîner, il m'avait fait l'amitié de venir me voir à Caen, et il m'avait expliqué, j'ai fait un petit livre sur Soumission, et il m'avait expliqué comment il avait écrit ce roman. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours l'impression que, un peu à la Martin Dugard ou à la Balzac, on a des fiches, on a un personnage, on le conduit vers un endroit très précis, il va lui arriver ceci, cela, puis on se met à écrire, parce qu'on a une espèce de scénario dans la tête. En fait, pas du tout. Il crée un personnage, et le personnage habite l'auteur, qui raconte une histoire et se trouve poussé par son propre personnage. Et il avait le projet, a priori, l'horizon, c'était la conversion d'un homme au christianisme. Il est allé s'enfermer dans une abbaye, il a raconté un peu cette histoire, et puis il s'aperçoit qu'on ne peut pas fumer, qu'il y a des détecteurs de fumée, et que le lendemain matin, il s'en va, il met l'argent dans une soucoupe, et puis il disparaît, et ça devient une conversion à l'islam. Et donc, ce n'était pas du tout prévu chez Michel Houellebecq. Et on voit bien que dans d'autres romans, ça se termine à un moment donné, je ne sais plus lequel, l'avant-dernier, je crois, où le personnage est au bord de la fenêtre, va-t-il sauter, ne va-t-il pas sauter, etc. Bon. Et en fait, c'était tout le débat avec Huysmans, avec Baudelaire, enfin tous ces gens au XIXe siècle qui disaient mais maintenant il a plus le choix qu'entre les pieds du Christ et la bouche du canon. Et c'est un peu l'alternative pour Michel Houellebecq. Soit il saute par la fenêtre, soit il se met à genoux. Et je pense que lui a très envie de se mettre à genoux. Il a très envie que Dieu arrive. Il est très dans l'espérance, en ce sens. Une vertu théologale, comme vous savez, avec la foi et la charité. Et donc, il est dans l'espérance peut-être d'un salut personnel, mais il va au-delà de ça et il pense également qu'un salut de la société est possible. Je vous rappelle qu'il a eu le prix Spengler et que quand il a eu le prix Spengler, Valeurs Actuelles avait publié le discours et que c'est ce discours qui m'a donné envie de consacrer un numéro avec mes amis à Houellebecq, à Front Populaire, parce qu'il y a un vrai discours de civilisation chez lui. Mais êtes-vous étranger vous-même, si je peux me permettre, à la tentation de la conversion? Parce que lorsqu'on vous lit, alors je me présente comme un lecteur d'Onfray. Lorsque je vous lis, j'ai l'impression souvent de voir un homme qui est au seuil de la conversion, qui pourrait la désirer intellectuellement, mais qui s'en sent incapable existentiellement. Est-ce qu'on pourrait décrire quelque chose comme une tentation qui vous traverse aussi? Non, moi je suis très amateur des jansénistes. Je lis beaucoup les jansénistes et Pascal. Et je crois à la grâce. Enfin, je crois que c'est la grâce qui fait le travail. C'est pas à soi. Alors, je sais bien qu'il y a On peut s'y préparer. voilà, qu'il y a plein d'occasions chez les jésuites en face de disserter sur la grâce en disant qu'il y a des grâces nécessaires, suffisantes, qu'on peut la chercher, qu'on peut la vouloir, etc. Je n'exclus jamais rien. Je pense qu'on peut devenir tout et le contraire de tout parce que la vie est ainsi faite. Donc, je n'exclus pas une conversion, mais je n'y aspire pas. C'est-à-dire, je me sens très équilibré avec Épicure, la philosophie antique, et j'ai trouvé une sagesse sans croire en Dieu, sans croire à l'au-delà.
J'ai perdu des gens qui me sont chers, je l'ai beaucoup dit, et je serais très heureux de les retrouver dans un ciel hypothétique d'après la mort. Mais je n'y crois, enfin, j'y crois pas du tout. Mais vous êtes passé, les anciens, au christianisme, pas au à la chrétienté. C'est-à-dire que Oui. le Michel Onfray d'il y a 20 ans, je ne suis pas certain qu'il aurait défendu la chrétienté, et aujourd'hui, il la défend. Vous avez absolument raison, c'est vrai. D'abord parce qu'il y a 20 ans, la société n'était pas la même. Et que quand j'écris le traité d'athéologie, on vient de sortir des attentats de New York, et qu'il faut absolument choisir à l'époque entre l'islam et d'une certaine manière le judaïsme, et je dis ou le christianisme ou le judéo-christianisme. Moi je dis mais je ne choisis rien du tout, je suis athée. Je le suis toujours. Mais j'écrivais déjà dans le traité d'athéologie que je n'avais rien contre les agenouillés, mais que j'avais contre les agenouilleurs. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé être moine quand j'avais 12, 13, 14 ans, mais j'avais pas la foi. C'est quand même minimum pour devenir moine. Mais d'ailleurs, la vie que je mène aujourd'hui est assez monastique. Je vis seul avec mes livres, en travaillant, tout est construit sur cette obsession-là. Et je pense que ce qui me gênait dans le christianisme, ou ce qui me gêne dans toutes les religions, c'est qu'on cherche à les imposer. L'islam ne me gêne pas si on ne veut pas m'islamiser. Je n'ai aucun problème avec les gens qui veulent porter un voile, les femmes, avec les gens qui ne veulent pas manger de porc, qui ne veulent pas boire d'alcool. Ça ne m'est absolument indifférent. Et d'ailleurs, je me battrais même éventuellement pour qu'ils puissent le faire si on le leur interdisait. Je n'aime pas les interdictions en la matière. En revanche, l'idée qu'on me dise, vous n'allez pas ceci, vous n'allez pas cela, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez penser comme ceci, vous allez penser comme cela. Alors dans ces cas-là, je dis non. Maintenant, tout le monde le sait, avec ce qui s'est passé démographiquement, l'effondrement de la civilisation, Maastricht qui fait que les valeurs s'effondrent, disparaissent, etc. Depuis un quart de siècle, je dirais, on voit tout s'effondrer. Et j'ai l'impression, j'ai raison de me poser cette question, mais d'avoir aussi contribué au nihilisme de mon côté. Parce que je pensais qu'on pouvait me proposer d'autres valeurs, des valeurs alternatives. J'ai proposé ça dans la sculpture de soi, dans Théorie du corps amoureux, dans Féeries anatomiques. Enfin, il y a tout un volet de mon travail qui est un volet de propositions éthiques. Mais c'est aussi ridicule que de vouloir arrêter la tempête quand on voit un tsunami qui arrive sur le bateau en se disant l'équivalent d'un Titanic va se prendre la vague et moi j'ai quelques propositions pour que ça n'ait pas lieu. C'était très immodeste quand j'avais, je sais pas, 30 ans, 40 ans, de faire ces propositions en pensant que peut-être on pouvait amener cette pierre à l'édifice. Je crois maintenant que c'est plus possible, qu'on ne peut pas faire autre chose que, pour le coup, vous avez bien raison de parler de la chrétienté. Je dirais que défendre la chrétienté, ce qui n'est pas défendre le christianisme, et je pense qu'il y a des valeurs dans la chrétienté, à quoi j'ajoute la civilisation des Lumières, la civilisation qui a suivi, y compris la laïcité, enfin toutes ces choses-là. Et de fait, aujourd'hui, je défends une chrétienté que je n'aurais probablement pas défendue il y a 30 ans. Vous défendez aussi le sens du sacrifice, mais qui peut-être n'existe plus. Vous écrivez, Michel Onfray, les hommes préfèrent vivre soumis plutôt que mourir libres et triomphants. Est-ce que c'est propre à l'Occident ? C'est assez une nature humaine, je dirais. Mais c'est propre à l'Occident parce que nous n'avons plus l'occasion de mobiliser des transcendances. C'est-à-dire, il y a une époque où on pouvait mobiliser la transcendance chez quelqu'un et d'un seul coup, il se trouvait tonifié par cette proposition qu'on pouvait lui faire. Je songe par exemple aux gens qui, dès le 18 juin 40, entrent en résistance. Je ne parle pas des communistes qui attendent Barbarossa, la fin du pacte germano-soviétique. Mais je veux dire juste des gamins qui prennent le bateau à l'île de Sein pour aller retrouver le général de Gaulle. Ils ont 19 ans, ils ont 20 ans, et ils sont mobilisés par une espèce de passion de la transcendance. Je ne sais pas si nous pourrions aujourd'hui remobiliser une transcendance. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si... dans l'hypothèse d'une Ukraine envahie par la Russie, mais en France, une France envahie par je ne sais quel pays, on aurait la possibilité d'invoquer quelque transcendance que ce soit pour que d'un seul coup, des jeunes puissent dire on y va, on va se mobiliser. Ça a un sens. Moi, je défends la nation, je défends les peuples souverains, je défends le souverainisme, je défends les drapeaux, et je trouve formidable qu'on puisse le faire avec l'Ukraine. Formidable, le drapeau ukrainien, l'hymne ukrainien, la milice ukrainienne, les militaires ukrainiens, etc. etc. Puis et on entend BHL, etc. Tous les gens qui sont des contempteurs de la nation. D'un seul coup, quand il s'agit de l'Ukraine, il faudrait défendre. Moi, je défends ça pour l'Ukraine, mais pour les autres pays, et surtout pour la France. Mais vous ne pensez pas qu'en France, les générations les plus jeunes se mobiliseraient pour ça, pour défendre la patrie ? Pas du tout. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous fait dire que, par rapport à la génération de quand vous aviez 30 ans, cette génération-là se serait mobilisée et pas celle qui a 30 ans aujourd'hui ? Parce que dans des choses élémentaires, le premier degré de l'éthique ou de la politique, qui consiste par exemple à se comporter correctement dans un wagon de chemin de fer, vous avez des gens qui montrent qu'ils ne sont que dans le narcissisme, dans la réponse au téléphone, on s'impose, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir, on secoue les gens, on pousse, on est le premier, on fonce, on est dans une espèce de brutalité personnelle et narcissique. Et il faut quand même un goût d'autrui, un goût de la communauté.
pour ces choses-là. Il n'y a plus de goût de la communauté. On est dans une espèce d'autisme généralisé. Moi, j'ai l'âge qui me permet d'avoir voyagé en train il y a très longtemps avec des gens qui tous lisaient un livre ou un journal ou une revue. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe dans le wagon, les livres sont rares. En revanche, tout le monde est sur son téléphone. J'ai 2 heures de train entre la Normandie et Paris. Il y a des gens qui passent 2 heures sur leur téléphone sans lever le nez. Non, quand je vois des choses, la plupart du temps, ils regardent des films, ils regardent des dessins animés, même les adultes, ils jouent à des jeux, ou ils zappent, ils vont, ils viennent, etc. C'est pas du tout entrer dans un livre et faire 2 heures de lecture. Alors, Sonia Mabrouk a parlé du sacré, vous avez parlé de la transcendance, vous avez aussi parlé du 18 juin. Le 18 juin, c'est quelques hommes, quelques femmes qui se sentent appelés par leur pays et qui en inspireront d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'en toute époque, la grâce, la capacité de se soulever contre ce qui semble être la décadence, l'effondrement, est-ce que ce n'est pas la grâce de quelques-uns et ensuite d'autres suivront? Est-ce qu'aujourd'hui, ces quelques-uns n'existent pas? Vous avez raison, c'est toujours minoritaire. Ce sont toujours les minorités agissantes qui font l'histoire. Ce n'est pas le peuple qui fait l'histoire, ce ne sont pas les masses qui font l'histoire comme le marxisme le pense. Ce sont quelques-uns et puis les autres suivent éventuellement. C'est un pari. Vous avez peut-être raison, j'allais dire probablement peut-être raison, c'est-à-dire on pourrait imaginer que des jeunes puissent se lever, on le voit d'ailleurs avec des gens que la presse dont vous parliez tout à l'heure appelle des identitaires, comme si c'était une espèce de grossièreté. On voit réapparaître une jeunesse désireuse de livres, de lectures, de débats, de réflexions. Alors on les présente comme des gens d'extrême droite, comme des fascistes dangereux, mettant en péril la démocratie. Non, ce sont juste des gens qui disent on aime la France, on aime le drapeau français. Quand l'équipe de France joue au football, on a le droit de secouer un drapeau français, on n'est pas un fasciste. Mais quand cette jeunesse éventuellement déploie un drapeau français, elle est fasciste. C'est pas impossible que cette jeunesse-là soit capable, on va faire de la fiction, mais en cas d'invasion, vous avez vu, on le sait, on a quoi, 3 ou 4 jours pour tenir le coup s'il y a une invasion militaire en France, il se passe quoi dans les 8 jours, quoi, et le mois suivant. Donc c'est pas impossible qu'une jeunesse soit capable de se lever au nom d'une transcendance Donc elle se mobilise pour des enjeux qui sont plus nationaux mais mondiaux, l'environnement, le climat. Oui, mais alors ça, vous savez, je suis pas sûr que les disciples de Greta Thunberg soient capables de descendre dans la rue pour y mettre leur peau et mettre leur vie en danger. C'est une espèce de petit narcissisme personnel, égocentré. Enfin, il faut sauver la planète en évitant les dosettes en fer blanc ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est quand même assez limité, cette façon de vouloir sauver une planète dont ils prétendent connaître les rouages alors qu'ils sont incapables de tenir un discours sur le climat depuis l'an 1000, par exemple, ou même le climat depuis que la planète existe. Non, il y a cette jeunesse exposée, il y a cette jeunesse endoctrinée aussi, parce qu'on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école, mais on apprend à faire le tri sélectif, on apprend à pouvoir changer de sexe dès l'âge de 4 ans. Et donc, effectivement, il y a cette jeunesse, hélas, qui est une jeunesse victime, je dirais. Mais il y a quelques résistants. Moi, je vois de temps en temps dans mes conférences des jeunes qui lisent encore. Quand je dis lire des livres, on est obligé de faire ce pléonasme, lire des livres, et qui sont toujours dans la passion. L'autre fois, quelques-uns me demandaient des références bibliographiques. Et je lui dis, mais si vous avez de quoi noter, je vais vous donner. Je n'ai pas besoin d'aller faire une philo à la fac. Il y a 10 bouquins de philo à lire. Et est-ce que vous avez de quoi noter? Il me dit, oui. Ils mettent la main dans la poche. Ils me disent, ils ont sorti un papier, un crayon. Évidemment, ils ont sorti le smartphone. Je dis, bah oui, je suis pas de mon époque. Et je leur ai donné une liste de 10 bouquins de philo. Je dis, allez, on démarre. De Platon, je ne sais plus qui. Et il y en a un qui me dit, mais vous parlez souvent de la Boétie, et là, il n'est pas dans la liste, la Boétie. Vous avez raison, on continue la liste, une liste politique, et on redémarre. Et j'étais tellement heureux de voir une bonne dizaine de jeunes. Pour le coup, c'était à l'Université catholique à Paris, où j'assistais à la conférence de mon éditeur, qui faisait une conférence sur Chirac qui venait de décéder, dont il était le biographe. Et ces jeunes-là me donnaient l'impression que le livre n'était pas mort, que le goût du savoir n'était pas mort, que la fameuse libido sciendi, c'est-à-dire l'espèce de passion, de désir d'apprendre, de savoir et de lire, tout ça n'était pas mort et que peut-être ça pouvait se trouver mobilisé un jour où l'histoire le requerrait. Le goût du savoir n'est pas mort, le goût du sursaut peut-être, mais encore faut-il avoir sa destinée entre ses mains. Et vous parlez souvent d'Europe, d'Union européenne. On va s'y arrêter dans quelques instants. Une courte pause et on se retrouve avec vous, Michel Onfray, dans le Grand Rendez-vous. Notre invité en ce dimanche, Michel Onfray, on l'a largement parlé de cette conversation inédite, vivifiante avec Michel Houellebecq, où il est aussi beaucoup question de souveraineté. Évidemment, c'est un thème en ce moment qui est très important, une souveraineté qu'on aimerait reconquérir déjà sur le plan énergétique, mais pas seulement. Ou plutôt, mais de votre point de vue, l'Union européenne nous y empêche. Ce serait un frein, un obstacle. Pour quelle raison fondamentale? Je ne vais pas parler pour Michel Houellebecq, mais on est deux là, sur ce terrain-là. On s'est trouvés vraiment tout à fait d'accord. Mais parce que depuis 1992 et le traité de Maastricht, nous avons franchement renoncé à notre souveraineté. Sur le principe que Hobbes signalait, les penseurs du contrat social, c'est-à-dire qu'on renonce à une souveraineté nationale au profit d'une souveraineté européenne qui est là pour nous protéger.
Nous avons renoncé, il n'y a pas de protection de la nation. La nation a disparu et on voit même que depuis une trentaine d'années, on nous avait dit plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, plus de guerre, l'entente entre les peuples, disparition de l'antisémitisme, le racisme, ce sera un mauvais souvenir, etc., etc. Je faisais partie, moi, de ceux qui votaient non à cette époque-là et on faisait partie des fascistes, etc., déjà à cette époque-là. 30 ans plus tard, on se dit quand même, on n'est plus sur un débat d'idées, on est sur un constat de la réalité. C'est plus ce sera ceci, ce sera cela. C'est depuis 30 ans, est-ce que vraiment le racisme, l'antisémitisme, tout ça, ça a reculé ou le contraire? Est-ce qu'il n'y a pas eu de guerre en Europe? Est-ce qu'il y a eu le plein emploi? Est-ce qu'il y a eu l'amitié entre les peuples, etc., etc. Non, c'est très exactement le contraire. On voit des Roland Dumas, des Julien Drey, des hommes politiques de gauche qui avaient défendu le traité européen, qui aujourd'hui disent bon, c'est pas extraordinaire, peut-être que c'est pas ce qu'on a fait de mieux, etc. Alors encore un effort pour être très critique. Et puis encore un effort, merci au Québec pour nous avoir offert ce beau mot de souveraineté, de souverainisme. Encore un effort pour être souverainiste. Cette saloperie, dit Bernard-Henri Lévy. Le souverainisme, cette saloperie, c'est un concept chez lui. Et pourquoi c'est une saloperie? En Israël, c'est une vertu, et il a raison. En Ukraine, c'est une vertu, il a raison. En France, c'est une saloperie. Et pourquoi donc? Moi, je pense que c'est une vertu partout, chez tous les peuples. Donc si effectivement on recouvre la possibilité de choisir un destin, c'est-à-dire de dire, comme le disait le général de Gaulle, de demander au peuple ce qu'il veut, le peuple dit... On va résoudre tous les problèmes que vous avez énoncés, rien que... Je ne dis pas qu'on résoudrait ça, mais simplement on ferait de la politique à nouveau. C'est-à-dire qu'on n'en fait plus aujourd'hui. On voit qu'il y a une espèce de commission opaque à Bruxelles qui a décidé du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais pour le général de Gaulle, c'était pas incompatible, ça. Pardon? Pour le général de Gaulle, c'était pas incompatible. Si, favorable à une construction européenne. Oui, mais là, c'est aussi l'un des vices des européistes, c'est d'avoir laissé croire que si on était contre une Europe libérale, on était contre l'Europe tout court. Non, pas du tout. Moi, je suis contre l'Europe libérale, non pas parce qu'elle est européenne, mais parce qu'elle est libérale. Je suis pour l'Europe. Et d'ailleurs, je ne connais personne qui soit contre l'Europe. Personne. Simplement, dans tous les sondages, enfin... Tout le monde veut l'Europe. Simplement, c'est pas la même chose de dire une Europe, celle de Chevènement, si vous voulez. Et quand jadis, ce Chevènement n'était pas rallié à Macron, mais je veux dire celle de Chevènement qui était une Europe des nations, qui était celle du général de Gaulle, qui nous disait on garde les nations, et bien sûr qu'on va pas faire une fusée tout seul, un avion supersonique tout seul, ou éventuellement des armements... La différence entre souveraineté et autonomie. On veut une autonomie sur... la production de médicaments, sur la recherche, sur l'énergie, on en parlait. Non, le souverainisme, c'est la souveraineté, c'est autre chose. Non, le souverainisme alimentaire, c'est de dire nous ne dépendons que de nous pour ceux dont nous pouvons dépendre, évidemment. On ne va pas se mettre à vouloir fabriquer du cacao en France, encore que on a la Martinique qui nous le rendrait possible, la Guadeloupe aussi, et la Guyane. Enfin, on aurait des possibilités d'avoir de véritables autonomies. Mais quand on donne aux autres le pouvoir sur soi-même, regardez avec l'énergie, ce qu'on a offert comme cadeau à l'Allemagne, ce qui est quand même assez sidérant. C'est-à-dire qu'on se fait Fessenheim, on leur fait plaisir. On leur dit c'est chez nous, mais comme c'est presque chez vous, finalement c'est presque chez vous. Donc Michel Onfray, si on va plus loin, pour quelle raison? Parce qu'en faisant cela, on ne défend pas nos intérêts. Non, mais on défend l'intérêt du... Oui. Non, parce qu'on défend les intérêts du mondialisme, de l'européanisation d'une Europe qui deviendra une espèce de courroie de transmission des États-Unis, et on détruit et on dissout les nations. C'est un projet. C'est le projet des libéraux, de droite et de gauche, j'entends bien. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de différence entre Mitterrand 83, le Chirac qui suivra, le Sarkozy, le Hollande, le Macron, etc., qui défendent exactement la même chose. Pourtant, du côté des Américains, c'est America First. Est-ce qu'ils regardent vraiment du côté de l'Union européenne en se disant nos intérêts sont d'abord là-bas? Ils préfèrent une Europe américaine plutôt qu'une Europe européenne. Et comme l'Europe européenne, c'est une Europe allemande et que l'allemande aujourd'hui se tourne vers les États-Unis, la chose est clairement entendue. Quand il s'agit de choisir des avions, où vont les Polonais, où vont les Allemands, et ils s'en vont pas voir du côté de la France. Donc les gens qui prétendent que l'Europe est l'horizon indépassable font une Europe à leurs mains. Dans ces cas-là, ils sont européens ou européistes. Mais quand ça ne marche plus pour eux, alors l'Europe, ils n'en ont plus rien à faire. Et pour le coup, quand ils se tournent vers un nouveau partenaire, ils se tournent vers les États-Unis, comme par hasard. Mais il y a deux choses là-dedans, je peux me permettre. C'est-à-dire, quand on pense aux Polonais, par exemple, on peut comprendre à la lumière de leur histoire qu'ils se retournent vers les Américains en disant « protégez-nous ». On se fie davantage à la puissance américaine qu'à la France ou à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne si on a les Russes comme voisins. C'est dans l'intérêt européen des Polonais, par exemple, de regarder vers l'Amérique, non ? Oui, parce que l'Europe n'a pas été assez grande et n'a pas été assez protectrice. On aurait très bien pu. Moi, je suis gaulien sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres. Il aurait fallu faire une Europe de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Et cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, elle a été faisable à un moment donné, et on n'en a pas beaucoup parlé quand il est décédé. C'était avec Gorbatchev. Gorbatchev est décédé, donc on est passé un peu rapidement là-dessus. Or, il s'est joué des choses essentielles. Quand Gorbatchev a dit on essaie de garder ce qui est susceptible d'être gardé dans le régime soviétique, mais en même temps on libéralise, glasnost, perestroïka, etc., qu'on dit les Européens, pas du tout.
Pas du tout, on ne veut pas de ça. On n'a pas du tout envie de cette Union soviétique ou de cette Russie nouvelle. Souvenez-vous, à un moment donné, il y a un coup d'État contre Gorbatchev. Et je me souviens de Mitterrand mettant la main dans sa poche, patelin, en sortant une lettre en disant « Mais les putschistes m'ont écrit, ils ne feront pas de mal à monsieur Gorbatchev. » Ça veut dire quoi? Et ça veut dire qu'il fallait non pas défendre Gorbatchev, mais qu'il fallait défendre les putschistes communistes, parce que c'était bien d'avoir une Russie communiste, c'était chacun dans son coin, etc. On aurait dit à cette époque-là, oui, bien sûr, on va vous aider. Et cette Europe de l'Atlantique à l'Oural, on va faire de telle sorte qu'elle soit faisable avec vous. Et nous allons vous soutenir. On a tué Gorbatchev. Alors évidemment, comme on a tué la Russie, les Russes n'aimaient pas Gorbatchev. Ils ont commencé à avoir des pénuries alimentaires, ils ont commencé à avoir... C'est un peu tué tout seul aussi, oui. Non, il n'a pas été soutenu par l'Europe, son peuple ne l'a pas soutenu. Et j'ai vu, moi, une émission là, sur la fin de son existence, il était devenu... podagre, il faisait peine à voir, quoi. Cet homme qui a quand même changé la face du monde, personne ne l'a aidé, même à la fin. C'est indigne la façon qu'on a eu de se comporter à l'endroit de Mikhail Gorbatchev. Et on avait la possibilité de faire cette Europe, on ne l'a pas faite. Pour quelle raison? On voulait faire l'Europe d'Eltsine. C'était l'Europe du fric, de l'argent, du marché, du business, de ce qu'on appelle en philosophie la réification, c'est-à-dire la transformation de tout en chose. C'est ce que veut l'Europe, réification. Car tout s'achète, tout se vend. Les utérus, les spermatozoïdes, les ovocytes, ça se vend tout ça. Les enfants, ça se vend, il n'y a aucun problème. Vous dites, ça vous coûte combien un enfant? 30 000 €. Voilà. Ça, pour vous, c'est spécifiquement européen, c'est pas simplement la modernité américaine. C'est libéral, c'est américain, c'est libéral, et c'est l'Europe libérale qui trouve ça formidable. Vous le savez, Mathieu, mais je veux dire que le pays qui produisait le plus de gestation pour autrui, de vente d'enfants, disons-le comme ça, c'était, avant la guerre, c'était l'Ukraine. C'était là-bas qu'on faisait le plus d'enfants que l'Occident pouvait aller s'acheter ou s'offrir. Aujourd'hui, on dit que l'Ukraine nous donne une leçon de souveraineté et d'indépendance nationale. Ah, ce qui est vrai, mais ça a changé. C'est pas contradictoire. Non, ça a changé. Je veux dire qu'il ne vous aura pas échappé qu'avant le 24 février, c'était pas exactement la même chose. D'accord, donc l'histoire a fait que... Zelensky, à l'époque, était un oligarque qui avait mis de l'argent de côté et qui faisait partie de ces oligarques au même titre que les oligarques soviétiques, russes, tout le monde le sait. Tout le monde le savait. Et d'un seul coup, il est devenu un grand chef d'État. Et je crois à la rédemption, pour le coup. Il peut toujours avoir de l'argent caché dans les paradis fiscaux. Il n'empêche qu'il se comporte comme un chef d'État qui porte sa nation, qui porte son peuple, et que c'est très bien. Je trouve que c'est toujours très bien pour tous les pays d'avoir quelqu'un qui dit « ma nation d'abord, mon peuple d'abord ». Après, il a de l'argent caché dans des coins, etc., avec des fortunes faites de manière pas très élégante. C'est un autre problème. Mais je veux dire que avant le 24 février et après, l'Ukraine n'est pas la même, Zelensky n'est pas le même. Avant, il jouait du piano avec son sexe, je vous le rappelle. Donc il y a des photos qui montrent ça et c'est assez terrible. Il n'y a jamais eu ça avec Churchill, il n'y a jamais eu ça avec De Gaulle. Mais donc on voit bien d'où il vient de loin, et là où il est, c'est plutôt pas mal. Donc le trajet est plutôt intéressant. On va continuer à en parler en marquant une courte pause, Michel Onfray. On va revenir sur votre regard sur l'état de la France, toujours en tirant le fil de cette conversation avec Michel Houellebecq. Vous partagez le même constat, mais avec une différence quand même importante. Michel Houellebecq et Michel Onfray, conversation inédite avec notre invité Michel Onfray ce dimanche. Et la question vous est posée, Michel Onfray, par Mathieu Bock-Côté. Alors, dans votre conversation avec Michel Houellebecq, vous soulignez une différence avec lui, en affirmant que, selon Houellebecq, la guerre civile est à venir, alors que pour vous, elle serait déjà là, mais à bas bruit. Quelle est la différence de fond ? Peut-être une définition de la guerre civile. Je pense que on peut. Enfin, je ne vais pas parler pour Michel Houellebecq, mais je pense qu'il l'imagine un peu comme dans Soumission, c'est-à-dire que il y a des barrages dans les rues, on ne peut plus circuler, il y a des voitures incendiées, il y a des prises du pouvoir de manière un peu violente, la guérilla qui s'installe, etc., etc. Ça peut être ça chez Michel Houellebecq. Mais moi, je pense que tout ce qui se passe dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, c'est déjà la guerre civile. Il y a des endroits, tout le monde a vu Bac Nord, mais il y a des endroits, même si c'est un film de fiction, il n'empêche que c'est inspiré de la réalité, il y a des endroits où on ne peut plus pénétrer, où la police, où les pompiers, où les gendarmes, où les médecins ne peuvent plus pénétrer. Si on n'y va pas et qu'on laisse faire, tout se passe bien. C'est-à-dire il n'y a pas de guerre civile à haut bruit, mais elle est à bas bruit, simplement parce qu'on couche les pouces. Parce qu'on n'y va pas et qu'on laisse les trafics se faire, parce qu'on ferme les yeux, parce que des gamins sont interpellés, le lendemain ils sont mis, ou même éventuellement l'après-midi, ils sont lâchés ou ils sont libérés, parce que parfois quand ils sont condamnés, ils ne font pas leur peine, parce que, etc., etc. On le sait bien, qu'il y a une espèce de justice à deux vitesses, le fameux justice au-deçà des Pyrénées, etc. Erreur au-deçà et en-delà, etc. Donc on se dit, c'est déjà là la guerre civile. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas aller. Il y a des endroits où vous avez des guetteurs. Les guetteurs, ils guettent quoi ? Ils guettent
comme des animaux de territoire, en disant c'est un territoire qu'on ne franchit pas. Si vous franchissez le territoire, c'est parce que vous avez l'autorisation, c'est-à-dire vous venez acheter de la drogue, vous venez donner de l'argent, vous repartez avec vos paquets, il n'y a aucun problème. Mais sinon, si vous dites non, moi j'y vais, ça n'est pas possible. Les policiers d'ailleurs n'aiment pas qu'on parle de zone de non-droit, ils le réfutent, peut-être zone d'un autre droit, mais ils affirment qu'ils peuvent y aller, certes avec difficulté, certes avec des renforts, certes avec des dégâts en repartant de là, mais qu'ils réfutent l'idée qu'il y ait des territoires totalement sanctuarisés et à part, pour certains. En tout cas, les policiers de terrain. Oui, enfin, les policiers, je ne sais pas, moi j'en connais d'autres qui m'écrivent gentiment et discrètement, et qui sont des abonnés ou des lecteurs, aussi bien de Front Populaire que de mon travail, et qui, évidemment, me demandent la confidentialité, et qui, eux, ne me disent pas ça du tout. Ils me disent effectivement qu'il y a des choses qui, médiatiquement, sont organisées. C'est une démission, une soumission. C'est pas une démission. Moi, je défends la police, hein, donc la chose est claire. Pas de leur part, politiquement, j'entendais. Non, mais la police, elle obéit. Elle obéit à des gens qui donnent des ordres. Les gens ne donnent pas d'ordre. Vous avez vu, au moment de la demi-finale, ça s'est très bien passé, parce que pour le coup, la police avait reçu des ordres. On avait dit là, il va falloir éviter, ça risque de devenir vraiment problématique. Quand on dit la police va faire son travail, la police fait son travail, il ne se passe rien. Donc c'est la démonstration qu'il suffit juste de donner des ordres. Mais Macron n'a pas intérêt à donner des ordres. Il a intérêt au désordre dans la rue. Ça fait monter Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, c'est sa garantie d'élection, de réélection. Donc ces gens-là... Pour un troisième mandat après elle au pouvoir. Mais Michel Onfray, je pensais qu'il a pensé à... Je pense qu'il y songe. Une question toute simple. Vous parlez de guerre civile. Quels sont les camps dans la guerre civile actuelle, s'il y a des camps? Les gens qui détestent la France et qui estiment que la France n'a rien de défendable ou n'a rien d'aimable. Alors il y a des... Donc c'est qui contre qui dans cette guerre civile, dans votre esprit? Je vous dis, les gens qui refusent l'État français, le droit français, la loi française, les pratiques françaises, des gens qui détestent la France, qui haïssent la France, alors certains avec une brutalité des kalachnikovs, et puis d'autres des intellectuels qui sont des collaborateurs de cette façon de penser les choses, et qui disent « donnez-moi une occasion de détester la France, ce sera formidable », et qui estiment que, l'autre jour, j'entendais c'était sur les commentaires au moment de la Coupe du football, on expliquait la France, une nation hypothétiquement footballistique. Je ne suis pas intéressé par le football. Enfin, je pense qu'elle a gagné la Coupe du Monde à plusieurs reprises et qu'elle n'est pas hypothétiquement footballistique, pendant que le Maroc ne l'était pas. Et on s'est mis à nous parler de l'Algérie, puis également de la Palestine, puis du peuple arabe, puis ceci, puis ça. Il y a effectivement des gens qui estiment que tout ce qui détruit la France est une bonne chose. Et le camp, la guerre civile, c'est ça. Vous avez des Français de part et d'autre. Il ne s'agit pas de dire ce sont les, je ne sais pas quoi, Algériens, Marocains, Tunisiens, Maghrébins, je ne sais pas quoi, Tchétchènes, enfin je ne vais pas nommer des individus. Il y a plein d'Algériens fantastiques, des Marocains extraordinaires, des Tchétchènes fantastiques aussi. C'est pas ça le problème. Je dis ça parce qu'il y a aussi des Français fantastiques et aussi des Français qui détestent la France, qui ont une double nationalité ou parfois même pas de double nationalité. Donc ce sont ceux qui détestent la France, comme jadis, les catholiques et les protestants. Comme jadis, en 1793, vous aviez une guerre civile entre les Jacobins et puis les suspects. Je ne parle même pas des prêtres, je ne parle même pas des aristocrates, des nobles, etc. Mais si vous aviez une sale tronche, la loi sur les suspects, vous n'étiez pas assez zélé dans la Révolution, ça suffisait. Donc il y a eu une guerre civile à l'époque de Pétain, de Vichy, en France, c'est-à-dire la grande partie de la France contre les Juifs. Et nous sommes dans cette configuration de gens qui nous disent nique la France, on déteste la France, on n'aime pas la France, la police tue, etc. Si vous voulez, tous les gens que flatte Mélenchon et d'une certaine manière aujourd'hui la NUPES. Vous n'en voyez pas d'issue. Pardon ? Vous n'en voyez pas d'issue. Moi, je ne crois pas qu'on puisse revenir d'États comme cela. Quelle autorité morale, éthique est susceptible de dire maintenant vous allez arrêter de cracher sur la France, vous allez arrêter de détester la France. Vous avez le droit de le penser, etc. Mais on ne va pas vous donner les pleins pouvoirs médiatiques, intellectuels, pour faire de telle sorte qu'en permanence, vous soyez dans la contre-vérité concernant l'histoire de France, par exemple. Les nominations au Collège de France aujourd'hui sont totalement idéologiques. Les revues de presse dans les radios d'État sont totalement idéologiques. C'est payé avec l'argent public, avec l'argent du contribuable. Un certain nombre, la plus grande part de la presse aujourd'hui subventionnée par l'argent public, alors qu'elle appartient à des milliardaires. Pardonnez-moi, dans ces médias et dans cette presse, vous n'y êtes pas. Vous pensez que c'est parce que vous tenez un tel discours que vous n'y êtes pas. Par exemple, on peut faire quelques différences. Je pense à Alain Finkielkraut et d'ailleurs, il y a une émission réplique sur le service public. Peu ou prou, il tient le même discours que vous sur certains sujets, pas tous. Par exemple, sur l'Europe, c'est pas... vous avez tout dit. Vous pensez que c'est la question et la réponse. Ah oui, parce que moi, j'ai jamais demandé à ce qu'on fasse le compte des Noirs dans l'équipe de France. Hein. C'est pas moi qui ai fait ce genre de truc. Mais je me suis fait virer de France Culture, moi. Non, pour quelle raison je suis blacklisté sur le... Position européenne, vous pensez ?
Mais bien sûr, je vais Donc beaucoup... C'est ça la ligne de... Je ne vais pas faire je vais pas faire un bilan de ce que Finkielkraut a raconté, mais enfin, sur certains terrains, je veux dire, c'est pas terrible. Moi, je n'ai jamais tenu des propos comme cela, jamais. Je n'ai jamais été au tribunal, moi, pour des incitations à la haine raciale ou etc. Jamais. J'ai pas de condamnation. J'ai jamais été envoyé au tribunal. Donc, pourquoi est-ce que je suis interdit de service public? Ou pourquoi, quand le service public me parle de moi, c'est tout de suite pour me traiter de tous les noms, de fascistes, des types d'extrême droite, etc. Parce que je touche à l'Europe, parce que je suis pour le Frexit, parce que je touche à la monnaie unique et que je préférerais monnaie unique, monnaie commune comme le cœur du réacteur nucléaire. Je ne peux pas comprendre autrement, sinon. Et puis parce que je parle du peuple. Et je ne pense pas qu'Alain Finkielkraut parle beaucoup du peuple. Mais donc juste dire, regardez comment vous traitez le peuple, comment vous maltraitez le peuple. À chaque fois qu'il vote, vous lui dites, on n'en a rien à faire de ton vote, ça ne nous convient pas. 2005, 2008, on connaît, c'est un coup d'État. Quand on demande au peuple ce qu'il pense du traité européen et du traité constitutionnel en 2005 et qu'il dit on n'en veut pas, et qu'on lui dit en 2008 vous l'aurez quand même, et que le Congrès vote contre le peuple, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État, je suis le seul à le dire. Vous n'entendez pas Alain Finkielkraut dire ça, je ne pense pas, je ne connais pas son œuvre complète. Mais je ne le vois pas non plus défendre le peuple dans l'absolu en disant mais pendant 5 ans du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a perdu toutes les élections. Toutes les élections. Il n'en a rien fait. Il n'a pas changé de Premier ministre, il n'a pas changé de politique, il n'a pas changé de cap, il a juste dit on n'a pas perdu. À un moment donné, il a dit il faut absolument qu'on arrive avant le Rassemblement national. Il faut absolument, c'était les européennes, je crois. Le Rassemblement national arrive devant Macron. Que dit Macron? Il dit nous n'avons pas perdu puisque finalement nous avons gagné, puisque finalement nous n'avons pas perdu de beaucoup. Donc ne pas perdre de beaucoup, c'était tout de même gagner. Et on dit puisqu'on a gagné, on ne change rien, etc. Il y a un mépris du peuple qui est considérable. 50% des gens ne votent plus. Ça, je n'entends pas le discours d'Alain Finkielkraut. Ceci dit, je ne sais pas. C'est une hypothèse que j'aimais parce que... Une question... Mais bien sûr, moi, je me fais mettre à la porte de France Culture et mes podcasts on était à 1 million de podcasts sur mes cours d'université populaire. Alain Finkielkraut a toujours son émission. D'ailleurs, ça doit faire une 30aine d'années que j'écris. Il m'a invité 2 fois, 3 fois. Non, mais... C'est dit, à bon entendeur. Vous parlez des sujets, en tous les cas, interdits, peut-être tabous, et sur lesquels il n'y a pas, on se pose souvent la question de consultation du peuple. C'est le cas, par exemple, de l'immigration. Récemment, Emmanuel Macron a affirmé que la France a toujours été un pays, une terre d'immigration. Il a même dit que c'était dans son ADN. Est-ce qu'historiquement, est-ce que c'est vrai ? D'abord, je ne vois pas pourquoi il parle d'ADN. Il explique que la France n'existe pas, qu'il n'y a pas de culture française, que la France, c'est rien. D'une certaine manière, c'est un département de l'Europe et que même un département sous-développé de l'Europe. Et d'un seul coup, il retrouve de l'ADN et il se met à avoir des espèces de métaphores biologiques et biologisantes, juste parce que ça l'intéresse de nous dire qu'il y a une immigration. Et tous ces gens-là sont platoniciens en expliquant que l'immigration, c'est avec un I majuscule et c'est l'idée d'immigration. Alors moi, je sais bien, je suis descendant de Vikings et donc il y a 1000 ans, je descends d'un Danois. Il s'appelait Onfroy le Danois, qui était propriétaire de la ville d'Argentan. Je dis, vous avez vu l'immigration déjà à l'époque? Donc c'est ridicule de dire une chose pareille. On va pouvoir imaginer effectivement que tous les mouvements des hommes préhistoriques font la démonstration qu'il y a immigration. Non, l'immigration, elle n'est pas platonicienne, et c'est une immigration qui peut être une immigration intra-européenne, c'est-à-dire intra-occidentale, c'est-à-dire intra-judéo-chrétienne, et ça ne pose aucun problème. C'est-à-dire que si vous êtes portugais, polonais, italien, espagnol, et que vous arrivez en France pour travailler dans les mines de Potigny, par exemple, non loin de chez moi, dans le Calvados, eh bien, ça ne posait aucun problème. Bien sûr, il y avait les Porthos, il y avait les Rital, etc. Souvenez-vous des livres de Cavana. Mais donc, il y avait des difficultés. Mais ceci dit, tout le monde allait à l'église, tout le monde allait à la messe, tout le monde fêtait Noël, tout le monde buvait du vin et mangeait du saucisson. Et il y a un moment donné où l'immigration a cessé d'être la même. C'est-à-dire que quand celle d'antan, c'est-à-dire que vous avez vu des immigrations de civilisations qui s'opposaient. Quand les civilisations peuvent juxtaposer, on voit bien d'ailleurs qu'il n'y a aucun problème avec les Asiatiques en France, qu'il n'y a pas de problème il n'y a pas de désir chez les Chinois, chez les Japonais, chez les Thaïlandais, chez les Vietnamiens d'imposer une civilisation en disant la vôtre est mauvaise, on la déteste, vous êtes des salauds, vous nous avez colonisés, etc., etc. Mais on a effectivement, avec une immigration nord-africaine, quelques-uns, une minorité, mais quelques-uns qui nous disent on vous déteste, on ne vous aime pas. Une civilisation qui va en détruire une autre. Et si, bien sûr que si, ce sont des histoires de civilisation. Mais il n'y a pas un projet conscient de destruction d'une civilisation par une autre. Je ne sais pas s'il y a des projets conscients, je constate simplement qu'il y a des mouvements démographiques et que dans les mouvements démographiques, il y a eu jadis des populations qui arrivaient d'Afrique du Nord et qui disaient on aime tellement la France, on veut être français.
D'ailleurs, tu ne vas pas parler la langue du pays de tes parents et de tes grands-parents, tu vas apprendre le français, puis tu vas devenir français, française, tu vas décrocher un diplôme, tu vas travailler, tu vas trouver ça formidable. C'était formidable. Il y a juste aujourd'hui un communautarisme qui fait la loi parce que l'esprit républicain d'intégration, d'assimilation, comme on voudra, a disparu et qu'évidemment, ce sont des civilisations qui se font face. Mais Michel Onfray, j'aimerais faire un lien entre deux de vos réflexions. Vous parlez d'un côté, vous parlez du Collège de France et de son caractère très idéologique aujourd'hui, et les réflexions sur l'immigration. On nous dit que globalement, l'immigration massive n'existe pas, et par ailleurs, c'est une chose formidable. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une forme de lysenkisme qui ne dit pas son nom dans l'université lorsque vient le temps de parler de l'existence des sexes, la théorie du genre, l'immigration? Est-ce qu'il y a un lysenkisme nouveau adapté à notre temps? Complètement, vous avez raison. C'est-à-dire, on nous dit qu'il n'y a pas de race, mais il y a du racisme. Vous faites comment pour parler de racisme, c'est-à-dire discrimination entre les races, s'il n'y a pas de racisme? On vous dit il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, mais il faut être féministe. Mais féministe, ça renvoie à femme. Femme, ça veut dire quoi? Alors, les trans nous disent « Ah non, non, ça compte pour rien, etc. » Mais quand vous êtes trans, vous êtes un homme qui veut devenir une femme. Vous êtes une femme qui veut devenir un homme. Et quand vous faites votre transition, c'est une transition physiologique. Il ne suffit pas de dire vous allez lire 10 heures par jour Michel Foucault et votre transition sexuelle va se faire automatiquement. Ce sont des hormones, ce sont des opérations, c'est une chirurgie lourde. C'est-à-dire qu'on renvoie à l'anatomie, c'est-à-dire on renvoie à un destin anatomique. Donc il y a un moment donné où on peut dire tout et n'importe quoi. La France n'existe pas, mais il faut détester ce qui est français, ce qui est des histoires de France, etc. Enfin, c'est ce que nous dit Macron, tout sous-entendu. La France n'existe pas, mais la France est coupable de génocide, par exemple, en Algérie. On se dit, ah bon, alors on pensait que ça n'existait pas. La culture française n'existe pas, mais en même temps, il y a des cultures en France. On dit, ah bon, c'est quoi les cultures en France? C'est quoi la différence, etc., etc. Donc on voit bien que des boucherons, par exemple, et tous ces alliés là qui se mettent à je ne sais combien, une centaine pour faire un livre de 500 pages, ça vient de nous expliquer que la France n'existe pas. Que la France, ça n'a pas de réalité. Et que ça commence avec les grottes de Lascaux, où vous avez déjà des migrations de peuples qui viennent de l'Est, de l'Europe, ou ce genre de choses. C'est-à-dire tout ce qui est susceptible de dire la France existe, elle a un passé qui vaut ce qu'il vaut. Et faisons un droit d'inventaire. Hein. Je ne dis pas c'est la France, donc c'est toujours parfait. Mais on nous dit, ah non, 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 c'est pas la France. La France, ça n'est que des mauvaises choses. Jamais rien d'intéressant. Mais pourquoi la civilisation judéo-chrétienne ou la civilisation occidentale est-elle un modèle sur la planète entière? Même les gens qui détestent notre civilisation adorent nos produits. Ils adorent, ils utilisent les avions, qui ne sont pas des inventions extra-européennes ou extra-occidentales, les sous-marins, les télévisions, les smartphones, enfin toute l'invention, des inventions techniques du siècle ou des 2 siècles derniers. Donc il y a un moment donné où on a le droit de ne pas aimer, mais il faut que ce soit fondé. Et on dit pourquoi on n'aime pas. Mais c'est systématique, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jubilation à la détestation de la France qui fait que c'est assez difficile de maintenir une civilisation, une culture, quand au sommet, vous avez des élites qui vous disent tout ça n'existe pas et tout ça est détestable. Donc s'il n'y a pas de race, il n'y a pas de racisme. S'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de féminisme. S'il n'y a pas de culture, alors il n'y a pas de culture studies ou ce genre de choses. Il y a un moment donné où il faut assumer. Mais en même temps, ce sont des minorités agissantes. Mais si vous parlez à des gens de bon sens, tout le monde rigole de tout ça. Alors vous n'allez pas rigoler si vous êtes exposé comme moi, parce que d'un seul coup, vous avez une espèce de mort intellectuelle ou de mort sociale, mais pas partout, je suis avec vous. Mais parce qu'on va vous traiter dans les journaux, dont c'est le métier, de fascistes, de type d'extrême droite, juste quand vous êtes en train de donner des formulations de bon sens. Expliquez-moi, la race n'existe pas, qu'est-ce que le racisme ? Le bon sens. Une discrimination sur la race. Le bon sens, est-ce qu'il y en aura encore quand il y aura l'intelligence artificielle poussée jusqu'au bout? Justement, on va marquer une courte pause, Michel Onfray, et vous demander si le transhumanisme, parce que vous parlez beaucoup de cette civilisation à venir transhumaniste, est-elle un progrès ou une barbarie? Une courte pause et on se retrouve. Et ce dimanche, nous le passons, vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, avec Michel Onfray. Vous estimez que nous vivons une période de tuilage, dites-vous, entre le judéo-christianisme et le transhumanisme. Est-ce que c'est donc la côte ouest des États-Unis qui fait la loi désormais ou qui pourrait le faire? Oui, oui. Je pense qu'il y a un déplacement dans les civilisations, que nous aurions pu basculer vers l'Est avec, on a parlé tout à l'heure, avec la possibilité d'une civilisation européenne qui ne soit pas complètement libérale, une fameuse Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous aurions pu fabriquer encore un peu de temps pour cette Europe et la civilisation européenne. Mais bon, ça s'est effondré, c'est terminé, on est vassalisé. Je rappelle que l'opération Overlord, le 6 juin 1944, ça veut dire vassalisation, hein, ça veut dire suzerain, suzeraineté, etc. Et les Américains font savoir clairement qu'ils viennent pour vassaliser. Et ça n'a pas marché avec le général de Gaulle, mais pardon, une fois que le général de Gaulle est parti, la vassalisation s'est allée plein pot. Et aujourd'hui, c'est formidable. Et donc je crois que les États-Unis imposent une vision du monde
et que c'est du côté de la côte ouest des États-Unis que l'avenir de l'Occident se passe. Je pense que l'Europe c'est terminé, mais qu'il y a un déplacement de l'Est vers l'Ouest, et même aux États-Unis, non pas la côte Est, c'est-à-dire les New York avec une espèce de tradition un peu européenne, etc. Mais on s'en va vraiment complètement côté Ouest, et là, pour le coup, tous les gens des GAFAM, tous les Elon Musk, Zuckerberg, etc., tous ces gens qui... Moi, je suis passé en voiture, donc on se dit, ah, Google, c'est là, c'est visible physiquement. Cet endroit-là existe physiquement. Et il y a là un véritable projet transhumaniste. Chez Elon Musk, c'est clair. Et les États-Unis, c'est pas un monolithe non plus. Elon Musk est contesté aux États-Unis même. Tout le monde ne suit pas ses idées ou ses fantasmes transhumanistes. Il s'en fout. Lui, il a l'argent, il a le pouvoir, il a la puissance et il a le projet. Donc on sera forcément des agenouillés par rapport à lui, comme dans toute religion Par exemple, SpaceX, la conquête spatiale, justement, pour aller sur Mars ou éventuellement pour permettre de sauver l'humanité. En même temps, il a raison de poser cette question, parce qu'il y a un moment donné où la planète explosera. C'est pas parce que Greta Thunberg n'aura pas été écoutée, c'est simplement parce que d'un point de vue cosmologique, c'est prévu. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, lui, il dit il faut envisager cet avenir. C'est une espèce de Christophe Colomb un peu fou, mais en même temps assez doué et assez génial, hélas, et qui nous dit il faut préparer la civilisation d'après la civilisation. Et il a plusieurs cordes à son arc. Donc, il y a SpaceX pour l'espace, il y a Tesla. Mais Tesla, c'est pas seulement pour faire des voitures intelligentes, c'est pour l'intelligence artificielle, c'est pour travailler sur l'intelligence artificielle. Et il y a surtout Neuralink, une société terrible qui consiste pour lui à pucer les cerveaux humains et à faire de telle sorte que nous soyons porteurs d'un ordinateur. Et comme chacun sait, un ordinateur, c'est programmé. Qui est le programmeur ? Et on programmera quoi, pour qui, et comment, et quoi, et qu'est-ce qu'on va faire pour eux. Là, pour l'instant, ça existe. Il y a une truc qui s'appelle Gertrude, et qui est pucée, et on se dit, c'est faisable sur le cerveau d'un cochon, c'est donc faisable sur le cerveau de pas mal de gens qui sont assez proches du cochon, pas seulement anatomiquement, mais on peut aujourd'hui faire de telle sorte que des animaux aient le souvenir de choses qu'ils n'ont pas vécues. Vous vous rendez compte ? On peut aujourd'hui fabriquer des faux souvenirs. Ça veut dire que les vrais souvenirs, on pouvait les effacer aussi. Ah, mais vous avez lu Orwell, vous avez lu Huxley, vous avez lu Le meilleur des mondes, 1984, ça s'efface. En revanche, ce qu'il vous faudrait savoir, on va vous le mettre dans le cerveau. C'est pas la peine d'avoir trop lu, mais on va juste vous donner le nécessaire. C'est pas un monde fantasmé, ça c'est pas du complot. Mais il y travaille, ça s'appelle Neuralink. La société s'appelle Neuralink, elle est visible, c'est un petit bâtiment, façade bleue, dans lequel il travaille à ces questions-là. Et ne vous inquiétez pas, on y travaille aussi en Chine, et probablement à Wuhan. Et que tous ces gens-là qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui travaillent sur le transhumanisme, n'ont pas de pudeur éthique avec nos comités d'éthique qui nous interdisent de travailler sur des cellules souches. Vous ne croyez pas aux lois, aux réglementations, aux normes, au fait qu'il puisse y avoir quand même des barrières pour empêcher ce genre de... En France, oui. Alors qu'on pourrait travailler pour lutter contre le cancer avec des immunothérapies, avec un travail sur les cellules souches, eh bien, on interdit ce genre de choses. Il y a un moment donné où on se dit, vous savez, il faut arrêter les chimiothérapies lourdes qui détruisent les gens et qui, parfois, vous n'avez plus de cancer, mais vous êtes tué par vos chimiothérapies. J'ai connu ça, hélas. Il y a un moment donné où vous dites, mais si on travaillait sur l'immunothérapie, on ne détruit pas les gens, on détruit les cellules cancéreuses et pas l'organe en particulier. Simplement, il faut accepter que vous puissiez travailler sur des cellules souches, qui sont des cellules, comme on dit, totipotentes, c'est-à-dire qui ont la possibilité, quand vous les développez, de créer des organes, etc. Oh là là, manipulation génétique, il ne faut absolument pas faire ce genre de choses. Donc nous avons des lois, nous n'avançons pas. Et dans d'autres pays, je vous assure qu'en Chine ou que sur la côte ouest aux États-Unis, les lois, ils n'en ont rien à faire. Alors, vous évoquez justement le transhumanisme qui est très présent, très prégnant sur la côte ouest américaine. Est-ce qu'on préfère un lien entre le transhumanisme et ce qu'il promet? Est-ce que c'est le nouveau visage de l'homme nouveau? Le XXe siècle, c'était l'homme nouveau. Certains y ont pensé. Aujourd'hui, est-ce qu'il réapparaît d'une certaine manière? Ah, mais complètement, vous avez raison d'utiliser cette expression qui vient de Saint Paul. C'est Saint Paul qui parle de l'homme nouveau. Alors évidemment, c'est l'homme universel, etc., etc. Ce concept est repris par la Révolution française et par les plus radicaux des Jacobins. Et il y a même des propositions eugéniques sur ce sujet-là avec Condorcet. C'est formidable, c'est le progrès, etc. Lisez le dernier tableau des progrès historiques de l'esprit humain de Condorcet, il parle d'eugénisme. Diderot, formidable, philosophe des Lumières, etc. Et Diderot, il avait prévu qu'on puisse faire s'accoupler des hommes et des singes pour obtenir des espèces de chimères qui seraient éventuellement utilisées comme des serviteurs. Nous aurions une espèce de chimère faite d'hommes et de singes et qui pourrait servir les gens, etc. C'est aussi ça, la face sombre des Lumières. Et cet homme nouveau voulu par la Révolution française, par les Jacobins dans la Révolution française, ça s'est fait dans le sang. C'est-à-dire on décapite tous ceux qui sont emblématiques de l'homme ancien, donc les nobles, les aristocrates, les prêtres non-jureurs, etc., etc. Et puis, on connaît l'histoire, ça se termine, Thermidor, etc. Mais ça revient. L'homme nouveau, il est reparti où? Chez les fascistes. Les fascistes voulaient un homme nouveau.
Le communisme voulait un homme nouveau d'abord, puis ensuite les fascistes qui répondent aux communistes, puis ensuite les nazis qui veulent aussi un homme nouveau. Et on vient de voir avec Sandrine Rousseau récemment qu'elle nous parlait d'un homme déconstruit et qu'elle adore l'homme déconstruit. Qu'est-ce que l'homme déconstruit si ce n'est le préalable à un homme nouveau ? On voit réapparaître. Alors je ne dis pas qu'elle est nazie, je ne dis pas qu'elle est fasciste, entendons-nous bien. Je dis simplement que le vieux fantasme de l'homme nouveau réapparaît avec cette idée qu'il faudrait aujourd'hui détruire le mâle blanc, hétérosexuel, nanana, etc. Détruisons l'homme ancien, il n'y a pas de nature humaine, et fabriquons un homme nouveau, et cet homme nouveau, il est déconstruit. Il est, comme le disait Elisabeth Badinter, qu'on ne lit pas assez, c'est-à-dire c'est une espèce de figure charismatique, mais on oublie qu'elle a écrit l'un et l'autre, qu'elle a écrit XY, et qu'elle nous disait à l'époque « Ah, il y a une guerre des sexes, plutôt qu'à d'abolir la guerre, abolissons les sexes ». Elle nous disait qu'il fallait faire un androgyna et qu'avec l'androgyna, nous n'aurions plus de guerre des sexes. Ça y est, l'androgyna est parfait. Est-ce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui ? C'est-à-dire des adultes qui se comportent comme des enfants qui se comportent comme des adultes, ou des hommes qui se féminisent, des femmes qui se masculinisent en disant « j'ai plus de genre, c'est fluide, etc. » Moi, je veux bien que ce soit des choix individuels. Je n'ai rien contre les choix individuels, transsexuels, etc. Mais j'ai contre le fait que ce soit des choix sociétaux. Ce serait une forme de nouveau prosélytisme pour imposer cet homme nouveau. Mais pourquoi est-ce que l'homme, là, l'individualité, se laisserait faire, parce qu'on a parlé beaucoup de spiritualité tout à l'heure, de transcendance, voire de sacré. Pourquoi est-ce que cet homme voudrait se voir vidé de toute substance et accepterait de le faire, même s'agenouillerait en remerciant? Parce qu'il n'a pas envie, en lisant Libération, de se faire traiter de nazi, en lisant Le Monde, de se faire traiter de fasciste, en écoutant France Inter, de se faire traiter de conservateur, rétrograde, réactionnaire, etc., etc. Donc il y a une espèce d'intimidation. Vous allez dire, moi je vais avoir droit à des tombereaux d'insultes avec ce que je raconte, et alors, rien à faire. Donc il y a des gens qui disent, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on me traite de tous les noms, qu'on me maltraite, et de voir que sur les réseaux sociaux, on appelle à ceci, à cela, etc., à me violer, à me pendre, à me tuer, à me massacrer, à me torturer, etc. Et il faut un peu de courage, juste dire, je dis ce que je pense, et il est normal que vous ne m'aimiez pas, pour ceux qui ne m'aiment pas. Ça me vaut aussi l'affection d'un certain nombre d'autres personnes. Et donc, des gens qui disent « mais moi, je crois à la vérité, mais finalement, je suis prêt à y aller malgré le coup », il n'y en a pas beaucoup. Il y a plein de gens qui me disent « c'est drôlement bien ce que vous faites, hein, mais vraiment, heureusement que vous êtes là, etc. » Et je dis « alors vous faites quoi? Vous êtes quoi ?» etc. Par curiosité, hein, pas par... Et là, je découvre des gens qui se cachent. Ils disent « mais moi, dans mon métier, je peux pas dire. » Je dis « Front Populaire, parce que sinon... » L'autre fois, un type qui bossait dans le cinéma. Et je dis, faites-nous des papiers, etc. Enfin, plus on sera... Moi, je suis gaulien, je veux rassembler le plus large possible. Je suis pas comme Zemmour qui dit, je veux rassembler la droite. Il faut rassembler les Français. Mais venez avec nous. Je veux bien, mais c'est pas possible. Sinon, je n'aurai plus de subventions. Et puis, je serai plus jamais programmé. Et je ne pourrai plus jamais faire un film. Et j'ai des acteurs, etc. J'ai des acteurs qui me disent des choses aussi. Ils disent, alors, mais on ne trouvera plus de boulot. C'est la mort sociale, on va se mettre au chômage, etc. Je comprends. Je ne vais pas dire que ces gens manquent de courage, mais simplement, vous n'allez pas dire, moi je crois à mes idées, je les défends, et puis tant pis si je suis à la rue plus tard, donc je comprends. Mais je dis simplement que les gens se laissent faire parce qu'ils sont intimidés, et puis parce qu'ils n'ont pas le choix. Moi ça va, je vis avec mes lecteurs. Ce sont mes lecteurs qui m'offrent ma liberté. Je ne dépends pas de quelqu'un qui me dira, vous êtes dégradé, vous allez perdre votre poste au CNRS, vous allez perdre votre poste à l'université. J'ai toujours refusé ça pour pouvoir être libre. Et pour conclure, Michel Onfray, ce n'est pas une question du tout sur un avenir politique hypothétique, mais est-ce que vous vous sentez l'âme de celui qui pourrait dire non, ne vous agenouillez pas, voilà comment il faudrait reconquérir ce courage, etc. Est-ce que ça fait partie d'une mission, le mot est peut-être un peu fort, ou alors non, ce n'est pas votre rôle et vous préférez, pour revenir à ce que vous nous avez dit en début d'émission, rester dans cette vie monastique avec les livres, ces rituels, cette liturgie presque? Je suis un moine soldat quand même, c'est-à-dire que je ne suis pas complètement dans la clôture. Je suis là parce que justement, je fais mon métier de soldat d'une certaine manière. Donc je crois à mes idées, je les défends. Et nous sommes nombreux, et il y a plein de gens qui souscrivent à cette lecture du monde. Et c'est ce que je sais le mieux faire. Je ne saurais pas faire de la politique politicienne en disant « je suis candidat, votez pour moi, je veux être tête de liste aux prochaines européennes » ou je ne sais quoi. J'entends aussi les gens qui me disent « c'est formidable, le Front Populaire, mais on s'est abonné la première année, mais c'est quand même très intello, nous on attend autre chose, quoi. On a envie quand même que des choses soient faites, etc. » Donc je réfléchis avec mes amis à ce qui est susceptible d'être fait, pour qu'on puisse ne pas décevoir les gens qui nous attendent sur ce terrain-là. Donc moi, je ne suis pas destiné à être tête de liste, je le dis, puisqu'on me pose la question en permanence, je vois des articles dans la presse qui disent « il fait ceci, il fait cela, il va placer machin, on parle de bidule et d'un tel, on donne des noms, etc. » Je suis un grand garçon, je cache rien ni personne, donc si je devais y aller, j'irais, je dirais. Je dis, on va voir comment on peut faire, je vais voir comment je peux être utile pour défendre un certain nombre d'idées. En attendant d'aller aux européennes, aux présidentielles avec quelqu'un qui, etc., qui va faire, je sais pas quoi, 3%, 7%, je ne sais quoi. Je pense qu'il y a une vraie solution qui est individualiste et qui est le nihilisme ne passera pas par moi.
ça ne sera pas moi qui jouerai le rôle de courroie de transmission et vous ne me verrez jamais disant moi je mets une pièce dans la machine nihiliste et j'en remets une autre et j'en remets une autre. Et la Boétie, c'est le sous-titre de notre revue Front Populaire, soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre, nous dit mais là où vous êtes, résistez, ne faites pas, ne dites pas, n'agissez pas dans les sens contraires de vos idées ou de votre vision du monde. Et ce sera déjà beaucoup. Le début de l'archipel du Goulag, c'est ça. C'est pas une espèce de critique de l'Union soviétique, comme ça, une espèce d'union soviétique fantasmée ou platonicienne. Solzhenitsyn, il dit, mais c'est mon voisin qui me dénonce. C'est l'autre voisin qui ne dit rien quand la police arrive. C'est le type qui dit, moi, je suis obligé de faire mon boulot, je viens chercher quelqu'un, je ne sais pas pourquoi je viens de chercher, mais je l'emmène. Puis après, il y a un type qui conduit une voiture et qui dit, mais moi, c'est ce que dit Lanzmann dans Shoah, en expliquant que vous fragmentez comme ça et chacun n'a jamais fait qu'un tout petit truc, quoi. Quand vous faites la somme des tout petits trucs, vous avez un grand totalitarisme. Et je pense que le grand totalitarisme aujourd'hui, il est fait du renoncement, de plein de petits renoncements d'individus qui laissent faire, qui pourraient faire mais ne font pas, qui pourraient dire mais ne disent pas, qui disent ah ben je suis d'accord avec vous mais si je le dis je vais perdre mon boulot, etc. Donc je ne demande pas d'héroïsme, on n'y met pas sa peau, comme les garçons dont je parlais tout à l'heure qui quittent l'île de Saint, qui vont voir le général de Gaulle, qui portent l'uniforme, qui reviennent et qui etc. Ou comme les résistants. On n'y risque pas sa peau. On risque quoi? De se faire insulter, de se faire mépriser, de se faire incendier, maltraiter dans une presse de milliardaires subventionnés par l'argent public, qui sont finalement des tracts européistes, etc. C'est pas bien grave, on s'en remet. On s'en remet, on va terminer sur ça. Merci Michel Onfray. Moi qui vous remercie. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, avec nos auditeurs et nos téléspectateurs. Merci Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. On vous souhaite évidemment un très bon dimanche et puis évidemment, on souhaite avec toute l'équipe du Grand Rendez-vous une bonne année et puis plein de bonnes choses. Pensez aussi à ceux qui sont évidemment seuls pour toute cette période. Une très grande pensée à vous tous et à très bientôt.